réforme-là. Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour. Vous êtes l'invité de ce journal, député de La République En Marche, élu de la circonscription des Français de l'étranger du Benelux et donc au fait des problématiques européennes. Alors cette réforme de la SNCF se fait notamment sous la pression de Bruxelles, ouverture à la concurrence, gouvernance modifiée de l'entreprise. On a là un conflit entre une spécificité française et une réglementation européenne ? La réforme qui se fait ne se fait pas sous la pression de Bruxelles. Je rappelle que lorsqu'on parle de Bruxelles, on parle aussi de la France, puisque la France est représentée dans toutes les institutions européennes, que ce soit au Conseil, au Parlement européen ou à la Commission. Simplement, la SNCF, aujourd'hui, croule sous une dette de plus de 50 milliards d'euros, vous l'avez rappelé, qui menace d'engloutir tout le système, que le transport ferroviaire en France coûte en moyenne 30% de plus cher que ce que ça coûte chez les autres pays européens, et qu'enfin, les retards sur les lignes en France sont 2 fois plus importants que les retards chez les Allemands ou les Néerlandais. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a urgence à réformer un système qui, si il n'est pas réformé, menace de s'effondrer, et ce sera donc les usagers et l'entreprise ferroviaire et le service public qui en paieront les conséquences. Donc non, pas de réforme sous la pression de Bruxelles, bien au contraire, une réforme sous la simple pression de la réalité d'une entreprise qui n'a pas été réformée pendant très longtemps et qui doit aujourd'hui se mettre au niveau des standards européens de ce qui se fait notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et ailleurs, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Merci à vous Pierre-Alexandre Anglade, on vous retrouve à la fin de cette édition. Il y passé de 47 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. Pierre-Alexandre Anglade, député de La République En Marche, vous êtes interrogé par Stéphane Robert. Oui, Pierre-Alexandre Anglade. Peut-être un petit mot sur les Britanniques, on vient d'en parler, qui veulent, le Labour en tout cas veut négocier une union douanière avec l'Union européenne. On sent bien qu'il y a des tentations de nier ce qui s'est passé, de nier le Brexit. C'est possible selon vous? On voit qu'il y a un parti qui s'est créé, Renew, qui se dit d'inspiration macronienne, En Marche en quelque sorte. C'est possible de revenir sur ce qui s'est passé ou pas? Les Britanniques quittent l'Union européenne, mais ils ne quittent pas l'Europe géographiquement. Et donc, il va falloir évidemment trouver le moyen d'acter ce départ, qui a été souverainement décidé par le peuple britannique, mais en même temps, être capable de trouver une nouvelle relation pour que les Britanniques restent le plus proche possible de l'Union européenne, parce qu'ils restent européens. Quand j'entends certains exprimer une volonté ou un attachement à l'Union européenne, j'en suis évidemment heureux. Mais je crois qu'il faut aller au bout du processus qui est le Brexit, parce que revenir sur un vote souverain des Britanniques, ce serait acter une fois de plus l'idée que lorsque les Européens ne votent pas comme on le souhaite, nous les faisons voter à nouveau pour que ça aille dans le bon sens. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille au bout de ce Brexit, et que si un jour les Britanniques ont le sentiment que leur avenir doit se faire dans l'Union européenne, ils puissent à nouveau candidater. Mais allons au bout de la procédure, et puis dans quelques années, quand tout cela sera réglé, nous verrons bien comment nous pourrons à nouveau éventuellement travailler ensemble. Il y avait un sommet à Bruxelles ces derniers jours, en fin de semaine dernière. On a vu que c'était difficile, les négociations avec l'Europe. Concession qui a été faite à Emmanuel Macron, les consultations citoyennes. En revanche, les listes transnationales, ça avait été rejeté par le Parlement européen, c'est également rejeté par les chefs d'État. Or, le projet de réforme de la société française d'Emmanuel Macron s'inscrit dans le cadre de la réforme du projet européen. Est-ce que ça va pas être compliqué de faire accepter aux Français les réformes qui sont en cours, alors qu'on voit bien que ça bloque au niveau européen? La politique au niveau européen revêt un certain nombre de niveaux, et évidemment là quand vous parlez des listes transnationales ou ce qu'on peut appeler parfois le Spitzenkandidat, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, ce sont des réformes, des questions qui ont un volet institutionnel. Et il y a aussi beaucoup d'autres réformes qui sont liées à la politique de cohésion, à l'agriculture, à l'économie, à la défense, etc. Lorsque vous êtes au niveau européen, vous êtes sur un espace politique où vous êtes à 28, demain à 27, et donc il faut réussir à trouver des compromis, faire du consensus en Europe. C'est très différent de la vie politique nationale, et donc sur quelques aménagements institutionnels qui au fond n'intéressent pas fondamentalement les Françaises et les Français. Eux, ce qui les intéresse, c'est que l'Europe soit plus efficace et qu'elle fonctionne mieux. Mais sur ces quelques ajustements institutionnels, il y a effectivement une situation de blocage qui est en partie due à certaines grandes familles politiques européennes qui ont pendant très longtemps organisé la vie politique au niveau européen et qui ne sont pas forcément prêts à certaines évolutions qui sont pourtant nécessaires parce que ça ne va pas
pas dans le sens de leur intérêt. Donc effectivement, il y a eu sur ces listes transnationales un rejet du Parlement européen. Cela étant, le Conseil s'est entendu pour que en 2024, qui sera la prochaine échéance électorale européenne, nous puissions avoir ces listes transnationales. On repousse le problème en quelque sorte. Nous estimions que les listes transnationales, c'était une réponse politique au Brexit, qui est une situation tout à fait singulière. C'est un pays qui quitte l'Union européenne et donc vous ne pouvez pas faire comme si rien ne s'était passé. Donc il fallait apporter une réponse politique. Et nous estimions que cette réponse politique passait par plus d'intégration européenne et donc que les listes transnationales étaient un élément supplémentaire, il y en a d'autres, mais un élément supplémentaire pour réformer, refonder cette union. Ça ne fonctionnera pas pour 2019, mais le débat continuera. Les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus à Bruxelles vendredi dernier pour que le débat continue et pour que nous puissions arriver à ces listes transnationales en 2024. Vous évoquiez à l'instant le Spitzenkandidat. Oui. On va rappeler ce que c'est exactement. C'est la manière dont a été élu Jean-Claude Juncker en 2014, puisqu'en fait, chaque parti au niveau européen, le Parti populaire européen, en l'occurrence pour Jean-Claude Juncker, désigne un candidat avant les élections, et c'est ce candidat qui est amené à présider la Commission européenne. Or, les traités prévoient que ce sont les chefs d'État qui le désignent. Et là, il y a un problème. Il y a une dissension entre les parlementaires, le Parlement européen qui veut conserver ce système-là, et les chefs d'État, notamment Emmanuel Macron, qui n'en veut pas. Mais nous estimions que le Spitzenkandidat avait du sens à partir du moment où vous aviez les listes transnationales. C'est-à-dire que nous aurions pu avoir un espace démocratique européen avec des listes sur lesquelles les députés auraient été élus sur un espace européen et pas seulement sur un espace national. Et le Spitzenkandidat aurait pu être celui qui tirait les listes transnationales et donc aurait été élu sur un véritable espace européen et donc aurait eu une légitimité démocratique européenne. Or aujourd'hui, le principe du Spitzenkandidat, ça reste l'homme ou la femme d'un pays et d'un parti. Jean-Claude Juncker, c'est un luxembourgeois qui était à la tête du PPE, mais Jean-Claude Juncker, il n'a pas été désigné sur un espace politique européen. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'était pouvoir avoir ces listes transnationales pour qu'il y ait une véritable démocratie européenne. Et donc, comme ça n'interviendra pas en 2019, effectivement, le Conseil européen a estimé, comme lui en confère le droit dans les traités, que c'est à lui de désigner le futur président de la Commission européenne pour que ce ne soit pas le vainqueur d'un parti qui soit désigné, mais que ce soit celui qui recueille, en fin de compte, le suffrage le plus large au sein du Conseil. Est-ce que le fait qu'Angela Merkel soit affaiblie, qu'elle ait dû faire de grosses concessions pour former un gouvernement, ne nuit pas à la volonté d'Emmanuel Macron de réformer l'Europe et de faire avancer Moi, je suis confiant dans la faculté des Allemands à trouver une solution rapide, parce que maintenant, ça fait plusieurs mois que les élections sont passées, donc il est temps que les Allemands puissent revenir à la table des discussions européennes et que nous puissions avancer. Cela étant, effectivement, c'est une situation assez paradoxale où pendant très longtemps, les Européens et les Allemands en particulier ont attendu les Français. Et au moment où la France retrouve une forme de stabilité politique avec une majorité assez forte à l'Assemblée, avec un président de la République volontariste sur la scène européenne et internationale, effectivement, il y a une forme de paradoxe à voir les Allemands avoir quelques difficultés dans la formation de leur gouvernement. Mais moi, je suis confiant dans la classe politique allemande, qui est une classe politique qui a l'habitude du consensus, de travailler ensemble et de trouver des solutions. Et donc, dans quelques jours, nous pouvons l'espérer, une coalition sera formée et à ce moment-là, la relance du projet européen pourra être actée parce qu'effectivement, le moteur européen, c'est évidemment ce moteur franco-allemand, mais il existe d'autres moteurs. Vous savez qu'en ce moment est en train d'être négocié le traité du Quirinale, qui est un traité entre la France et l'Italie, qui sera aussi vecteur d'avancée et de progrès en Europe. Il y a des élections pour finir l'an prochain, dans un peu plus d'un an. C'est quoi l'enjeu pour En Marche ? Quel candidat, quelle tête de liste, pourquoi est-ce qu'on fait des listes nationales et plus par circonscription, et dans quel groupe vous allez siéger? Ouais. Traditionnellement, l'élection européenne a été considérée dans notre pays comme une échéance électorale de second rang. On a longtemps considéré, les partis politiques ont longtemps considéré le Parlement européen comme la deuxième division de la vie politique nationale. Nous avons une vision tout à fait différente. Nous considérons que le Parlement européen est l'enceinte qui défend l'intérêt des Européens et où doit se faire le creuset de notre ambition de refondation pour l'Union européenne. Donc nous aurons une ambition très forte pour ce Parlement européen et c'est la raison pour laquelle nous revenons à une liste nationale qui permettra d'avoir un véritable débat projet contre projet, ligne politique contre ligne politique, ce qui était empêché dans le débat en sous-région. Merci à vous Pierre-Alexandre Anglade et merci à vous Stéphane Robert. Cet après-midi,